Vous suivez la grande édition du journal de RTI2 à la une de l'actualité. Nous irons à la découverte du peuple Ngen, ce groupe ethnique particulier dont la langue tend à disparaître et très peu connue des Ivoiriens. On les localise dans le département de Mbayakro. Leur langue est un mélange de plusieurs ethnies ivoiriennes. En profondeur, vous découvrirez avec nous ce peuple aux us et coutumes impressionnants. Et puis au Proche-Orient, le Premier ministre libanais appelle à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu. Najib Mikati a en outre remercié le président français qui a une nouvelle fois soutenu le Liban en annonçant l'organisation d'une conférence internationale de soutien en octobre. Il s'est aussi félicité de l'appel d'Emmanuel Macron à cesser les livraisons de certaines armes à Israël qui ont provoqué la fureur du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. D'entame dans cette session, nous allons à la découverte d'un peuple, le peuple Ngen, ce groupe ethnique minoritaire très peu connu vivant dans le département de Mbayakro, précisément dans la sous-préfecture de Banguera. Ils ont une langue atypique qui regroupe les Yakuba, le Wan, le Malinké et bien d'autres encore et portent des noms typiquement baoulés. Immersion dans le quotidien de ce peuple aux particularités nombreuses avec Théodore Zouzou, Kader Bachil et Maïssa Kogey. Sur ce marché de Banguera, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Mbayakro, région de Lifou, cet homme de Dieu évangélise en langue locale Ngen, puis en baouli. Un choix bien justifié. Il y a des gens ici qui sont baoulés, il y en a aussi qui sont Ngen. Donc je prêche en français un peu, je prêche un peu en baoulé, et puis il change à Ngen. Il y a des Ngen qui comprennent baoulé, il y en a aussi qui ne comprennent pas. Ici, parler Ngen permet de mieux se faire comprendre par les autres. Le Ngen est perçu comme une mosaïque de langue locale. C'est un peu mélangé, il y a baoulé, il y a djoula, bon, il y a un peu tout dedans. Il y a guéré, il y a un peu tout dedans en tout cas. Moi-même, je ne comprends pas, mais il y a un mot dedans que je comprends. C'est normal, plus que Ngen, nous on ne comprend pas Ngen. Donc quand lui il prêche en baoulé, là ça nous permet aussi de comprendre ce qu'il veut dire. Quand il prêche en français aussi, ça nous permet aussi de comprendre ce qu'on veut dire. C'est cette langue locale qui est parlée par ces anciens sous l'arbre à palabres. Une langue parlée dans 21 villages et un campement. Ensemble, ils constituent les deux tribus Ngen, un peuple pourtant très mal connu. On est connu sous le nom Ngen, sinon nous sommes Bey. La langue que nous parlons, c'est le Bey, communément appelé Ngen. La réalité, c'est le Yakuba. Dans le Bey, on y trouve le Yakuba, le Gouro, les Mona, les Mouan, les Yoré, etc. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Si on fait un enfant aujourd'hui, si c'est garçon, on va l'appeler Yao. Si c'est fille, c'est Aya. C'est la même chose que sur les baoulés. D'où vient donc l'usage des mots tirés des autres langues locales qui forment ce dialecte? Nous sommes du Mandé Sud. Nos aïeux vivaient ensemble avec les Yakuba. C'est-à-dire ce sont nos frères. Nous étions au Mandé Sud, le peuple s'appelait Waya. L'Ouest a dit ouais. C'est une grande famille. Les pères étaient mariés à deux femmes. Ces deux femmes ont eu des histoires et puis il y a eu décès. C'est devenu une guerre. Bon, cette guerre a fait que les gens se sont dispersés. Bon, ces groupes qui se trouvent dans le département de Mbayakro aujourd'hui sont partis vers le sud. On est parti par le Togo, ainsi de suite, et puis on est arrivé ici. Les Baoulés, ils sont venus nous trouver, et puis à force de se côtoyer, on a parlé un peu, et puis on a mélangé. Ce peuple travailleur est à majorité cultivateur. Il est l'acteur de l'essor de l'ancienne boucle du cacao. Nous, on était grands cultivateurs de cola dans cette région. Donc, les Mandés là, c'est nos commerçants. Avant, on fait cacao, mais maintenant, il n'y a pas de cacao. C'est le café et anacal. On peut en faire ça. Bon, et puis, on fait le maïs encore. Avant même, c'était cola. Bon, maintenant, il n'y a plus cola.
Nguin ne peut pas rester sans travailler. Voilà pourquoi on fait un peu. Anacarde, café, maïs, arachide, on fait un peu. On est devenu comme les Gula, maintenant on prend le kabato et puis les riz. Sinon avant vraiment c'était l'igname. Les Mbègnes ou Nguin sont un peuple guerrier, aujourd'hui très islamisé. Les vendredis, ils affluent vers la grande mosquée de Banguera, vêtus de leurs plus beaux habits pour glorifier Dieu. On était animistes, mais nous sommes islamisés, donc nous sommes musulmans à peu près à 90%. On a été colonisés par les gens de Congo. Les anciens ou les plus âgés parlent presque tous le baoulé, la langue de leurs voisins. Nos voisins qui sont venus nous trouver et qu'on les a pris comme nos interprètes, on a essayé de parler les langues et puis prendre leurs noms. Sinon, typiquement, on avait nos noms. Les Nguins avaient les Trémali, les Kossia, il y a Épini, il y a Kangan, ainsi de suite. Le peuple Nguin ou Mbègne a abandonné sa culture liée à l'usage des masques lors des cérémonies festives. Aujourd'hui, ce sont plutôt des danses au style de la Djoss en pays baoulé qui impactent leur style de vie. Quand on est arrivé, les danses de résistance, on les faisait comme les Yakoubala. Il y a des danses de fétiches, tout ça on les faisait. On s'habillait même normalement même comme eux, même accouplement, on a tout abandonné. La religion ne nous permet pas de faire ce genre de trucs. Ce petit peuple, à l'image de son chef-lieu de sous-préfecture, est non seulement méconnu, mais enclavé. Il vit dans une véritable léthargie, ce qui oblige son sous-préfet à vivre à Mbayakro. Il plaide pour une amélioration des voiries à Banguera et celle qui les relie aux autres villages répartis entre Mbayakro et Prikro. La circonscription a d'énormes problèmes d'eau potable. Il y a également le réseau routier qui enterre, qui se dégrade avec les eaux de ruissellement dues aux pluies souvent diluviennes. Et l'absence de logement fait qu'on a du mal à vraiment loger décemment les fonctionnaires qui vivent dans la circonscription, notamment les enseignants. Cela fait aujourd'hui 16 ans que la sous-préfecture et la résidence se trouvent à Mbayakro. Vous avez vu les panneaux tourner, le bureau qui a certes commencé, un marché public malheureusement n'a pu être achevé. Et pour cela, nous en appelons toujours à nos supérieurs pour que une solution soit trouvée. L'hôpital, on n'a pas d'ambulance et l'évacuation des malades est souvent un seul problème. J'appelle au rassemblement des cadres, j'appelle également à la cohésion, la bonne cohésion sociale des fils d'abord du village, associée à celle des cadres pour qu'ils prennent en main le destin de leur cité. Les Nguins sont un peuple qui fait partie du canton Adjé-Abé du département de Mbayakro. Bien qu'ils aient une langue où se retrouvent des expressions et mots de plusieurs autres langues locales de Côte d'Ivoire, c'est un peuple unique à part entière. Nous restons dans le département de Mbayakro, précisément dans le village de Foutou, où les populations ne demandent qu'une seule chose, de l'eau potable, qui est une denrée rare dans cette partie de la Côte d'Ivoire. C'est un constat que nous propose Nousangaré. Foutou est un village situé dans le département de Ouélé, région du Ifou. Depuis des mois, les populations de ce village n'ont pas accès à l'eau potable. La seule pompe hydraulique du village n'est plus fonctionnelle. Nous, on ne gagne pas l'eau ici à Foutou. Voici nos pompes. Pompe la gâtée. Mais quand nous envoyons l'eau pour que les femmes et les enfants ils vont boire. L'alternative trouvée par les populations du village, l'eau du marigot. Chaque jour, en file indienne, les femmes parcourent des kilomètres pour accéder à ce marigot qui est en passe de sécher, dégradant ainsi la qualité de l'eau. Beaucoup l'homme là, il est là tout. Je n'ai même pas gagné un peu. Voilà mon cuvette là. Je vais aller à la maison comme ça. Je vais faire comment?
Bon, pardonnez, venez chercher château pour nous. Une eau, aujourd'hui, source de nombreuses maladies, d'où les cris de cœur des habitants. Il y a très longtemps, on n'a pas d'eau pour boire. Les femmes vont à une certaine kilomètre pour aller chercher l'eau, pour venir. Mais c'est quelle façon de l'eau? L'eau où quand il pleut au village, les saletés versent dedans. Une fois qu'on boit, les enfants tombent malades. C'est pourquoi nous voulons que l'État nous aide, pour que nous gagnions un château d'eau. On ne gagne pas l'eau à boire, on ne gagne pas l'eau pour préparer même. Les enfants, toujours nous-mêmes, on tombe malade. Actuellement là, ça ne va pas dans notre village ici. Il y a des médecins qui sont ici, on ne trouve pas l'eau pour les donner même. Ils ne gagnent pas l'eau pour se laver avant d'aller au travail. Même les maîtres, même, on se lève à 3h du matin ou bien à 4h du matin. On rentre dans le forêt pour chercher l'eau, pour qu'ils puissent l'eau un peu pour se laver, pour aller à l'école, pour aller enseigner notre enfant. Actuellement là, les enfants ne gagnent même pas de l'eau pour se laver, pour aller à l'école. Moi-même, j'ai fait 3 jours, je ne me lave pas. Pour se laver là, moi, je ne parle pas. Mais pour boire là, on ne gagne même pas de l'eau. L'eau là, si tu vois l'eau là, même pour laver un chien là, tu ne veux pas. Mais on est obligé pour boire comme ça. C'est vrai. Trop de maladies. Actuellement là, où moi je suis là, je souffre. La maladie qui est sur moi là, ça vaut 10. La problématique de l'eau potable à Foutou est l'une des préoccupations majeures des habitants de ce village. Sa résolution sera un véritable soulagement. Vivement la résolution de ce problème qui ne pourra que faciliter leur quotidien. Eux aussi ont une particularité, ils sont soit aveugles ou malvoyants. Le 4 octobre de chaque année marque la célébration de la journée nationale leur étant dédiée. Cet hommage a pour vocation de les aider à sortir de leur isolement avec pour objectif de sensibiliser le grand public et les informer sur les conditions actuelles des déficients visuels. Notre équipe de reportage composée de Aïcha Guéré et No Sangaré s'est rendue à leur côté dans la commune de Yopougon pour célébrer avec eux cette journée. Institut national des aveugles à Yopougon. Nicole, malvoyante, est spécialisée dans la décoration et la fabrication des porte-clés. Ce jour, elle nous conduit à la salle de production de ces gadgets. À l'âge de 10 ans, j'ai été opérée des yeux du glaucome. Et le médecin m'a dit que tôt ou tard, j'allais perdre la vue. Au CM2, ça commençait à baisser, je n'arrivais plus à lire et autres. Donc, on m'a dit de rester à la maison. Ma maman travaillait dans une école. Bon, elle a appris des petites bricoles. Donc, je lui demandais de m'apprendre et c'est ainsi qu'elle m'a appris. Son handicap ne l'empêche pas de créer des modèles. Nicole a sa perception des couleurs pour produire des colliers variés. J'ai vu jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai une idée des couleurs. Je mets certains éléments dans des sachets et que j'attache différemment, de sorte à pouvoir les reconnaître. Il y a tellement d'opportunités, tellement de choses à faire. Seulement, il faut se lever, se dire que rien n'est fini. Elle rencontre parfois des difficultés dans l'exercice de ce métier devenu sa passion. Le premier problème du non-voyant, c'est le déplacement. Et les routes même sont un peu restreintes et les gens sur les côtés qui vendent et tout, vraiment. Il y a des gens qui nous aident en tout cas. Je leur dis merci. Quand on est handicapé, il faut affronter la vie. Il faut vivre la vie telle qu'elle est. Un tour au terrain de football du même établissement, l'Institut des aveugles de Yopougon. Youssouf et son collègue, malvoyants tous les deux aussi, sont des passionnés du ballon rond. C'est une journée de réjouissance pour nous, voilà, puisque cette journée est dédiée aux non-voyants, donc ça nous fait vraiment plaisir. Nous faisons beaucoup de choses, des matchs, des galas. Un peu plus loin, toujours dans la même commune de Yopougon, au quartier Maroc, Carrefour Tikenja, un kinésithérapeute particulier malvoyant, Anderson a ouvert son cabinet il y a de cela 7 ans déjà. Aujourd'hui, il reçoit en moyenne un peu plus de 20 patients par jour. La cécité ne m'a pas empêché d'apprendre. Nous avons perdu 2 yeux, mais Dieu a donné 10 des doigts. À travers la journée des personnes en situation de handicap, j'exhorte les autorités à venir en aide aux handicapés parce qu'ils font déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons que nous subventionnons pour développer nos activités pour pouvoir aider aussi à former d'autres frères non-voyants. Il a les doigts magiques. Il est très bien. Et quand il connaît son travail, son métier. Voilà, donc vraiment, je suis content de lui, je suis très fier de ce qu'il fait.
La Journée nationale des aveugles et des malvoyants est célébrée le 4 octobre par les Nations unies. Une journée pour sensibiliser le grand public à avoir une attention particulière pour les déficients visuels. Cette célébration a été suscitée par Maurice de la Cizérane. Une autre célébration juste le lendemain de la précédente, devenue depuis quelques années une institution internationale. Tous les 5 octobre, c'est la journée hommage aux enseignants du monde entier. À cette occasion, leur mérite est mis en exergue par l'UNESCO. Pour le compte de l'événement en Côte d'Ivoire, le réseau dynamique des institutrices de Côte d'Ivoire et d'ici a animé une conférence de presse jeudi dernier à Cocody, suivant les précisions de Nou Sangaré. 5 octobre de tous les ans, c'est la date choisie par l'UNESCO pour reconnaître les mérites de ceux qui apportent le savoir aux apprenants à travers la Journée internationale de l'enseignant. Et cette célébration qui se fera à travers le monde n'échappe pas au réseau des dynamiques institutrices de Côte d'Ivoire, le REDICI. L'UNESCO a retenu comme thème pour cette Journée mondiale des enseignants 2024, valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Nous avons décidé de décentraliser ces célébrations-là. Depuis l'année dernière jusqu'à cette année encore, on organisera des cérémonies éclatées dans chaque zone. Pour cette 6e édition qui se veut éclatée sur toute l'étendue du territoire, pour plusieurs enseignantes, le choix du thème est instructif et encourageant pour la corporation. Je pense que le thème qui a été choisi par l'UNESCO est un thème qui vraiment touche la masse de la population. Chaque fois, nous portons nos voix, mais malheureusement, on ne nous entend pas. Donc, pour cette année, nous disons merci à l'UNESCO. Nos objectifs ont toujours été la valorisation du métier de l'enseignant, nous faire entendre. Donc, le thème de cette année est bien placé pour nous Rediciennes. Le REDICI, qui revendique à ce jour plus de 13 000 membres, travaille en étroite collaboration avec sa tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. On continue avec les événements. Bientôt la 5e édition du Festival des arts culinaires Way, en abrégé Festiplay. Le week-end dernier, le commissaire général a procédé au lancement du dit festival à Yopougon, à l'Ocodrome, précisément à la salle des jeunes et du savoir de Yopougon-Niangon. Une manière de promouvoir le play semé propre au peuple Way. Ce festival nous invite tous à venir découvrir toutes les richesses en la matière de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Compte rendu, Théodore Zouzou. Cette sauce de ce plat, dégustée avec appétit, est le plé, une spécialité des Ouaïdans à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ces mets sont proposés par cette restauratrice fière de cette valeur culturelle. Je vous propose le plé, le zrin, les feuilles de patates, feuilles de manioc, baouin. Ça va vous faire la découverte de ce que nous mangeons chez nous. Puisque nous, le plé, il est national, mais le baoun aussi, nous le mangeons. Il y a le zrin aussi, qui est de chez nous aussi. C'est le plé qui constitue la substance principale de cette rencontre. Ce lancement de la 5e édition du Festiplay. Une lucane de promotion de ces mets et ses dérivés. Les arts culinaires visent à renforcer la cohésion entre les peuples du Guémon, du Cavali et les populations frères et alliées. Cette année, nos innovations sont les suivantes. Nous voulons créer un espace enfant et inviter plusieurs danses traditionnelles. Les danses des peuples à l'honneur, c'est-à-dire les ébriers, les gourous, les Yakuba et les Dida Godier. Nous avons choisi de mettre le plé en avant parce que c'est le plus prisé du peuple Way. Sinon, dans le festival, c'est tout ce qui est mets Way que nous promouvons. Partenaires et artistes locaux s'engagent à prendre une part active à ce festival. Je trouve que c'est une bonne chose de promouvoir nos mets. Voilà, et ça fait partie de notre culture. Ouais. Voilà, donc moi je suis partante, je soutiens le projet. C'est des mets qui sont consommés chez nous, que d'autres communautés ne connaissent pas. Donc il est tout à fait normal de le faire connaître à d'autres communautés et à tout le peuple ivoirien et même international, les parents qui sont d'ailleurs. Quand ils viennent goûter le blé, ils vont se dire que c'est du bon. Le Festiplay 2024 se tiendra du 25 au 27 octobre prochain à Yopougon, place CP1.
Hors de chez nous à présent en France, un adolescent de 15 ans lardé de 50 coups de couteau est brûlé vif mercredi. Un tueur présumé de 14 ans qui abat froidement un chauffeur de VTC ce vendredi. Après ces deux affaires intervenues dans la ville de Marseille cette semaine, le procureur de la ville Nicolas Besson a dénoncé lors d'une conférence de presse dimanche un ultra-rajeunissement des auteurs, soulignant un degré supplémentaire franchi, une perte totale de repères et une sauvagerie inédite. La victime du second homicide, un père de famille de 36 ans, chauffeur de VTC et footballeur amateur connu dans la région, était totalement extérieur au trafic de stupéfiants qui gangrène la seconde ville de France. Ce qui n'a pas touché la cible prévue était la vengeance programmée de celui de mercredi, a également souligné le magistrat, évoquant le contexte du conflit opposant dans le 3e arrondissement de Marseille, deux groupes mafieux pour la prise de contrôle du point de vente de la cité de Moulins de Maille. Et puis au Proche-Orient, le Premier ministre libanais appelle à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu. Najib Mikadi a déclaré qu'il soutenait les efforts américains et français en faveur d'une trêve, alors que l'agence nationale de presse officielle a fait état d'une frappe israélienne au sud de Beyrouth. Une énorme explosion a été soudainement entendue et une colonne de fumée s'est élevée au-dessus du site de la frappe. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.